Alors, avant d'aborder le sujet prévu dans le cadre de notre chronique d'aujourd'hui, je tiens normalement à féliciter les négociateurs de la République démocratique du Congo qui se trouvent actuellement à Luanda dans le cadre du processus de paix sous la médiation du président angolais. Je salue la position du gouvernement congolais à travers sa diplomatie qui a rejeté toutes les propositions du Rwanda visant à pousser le pays à négocier une fois de plus avec les terroristes du M23. Le M23 n'existe pas en effet. C'est le Rwanda qui se cache derrière le M23. Si les négociations doivent avoir lieu, c'est avec le Rwanda comme ça se déroule actuellement à Luanda. Ne tombons pas dans le piège des acteurs de l'ancien régime qui ont tenté de négocier avec les CNDP qui s'est transformé en M23. Peut-être demain, si nous acceptions de négocier avec cette coquille vide du M23, demain, ça pourrait être le M24, et ainsi de suite. Donc, il est temps de mettre fin à cette blague du Rwanda. Mobilisons nos forces, mobilisons nos capacités de défense et de sécurité, pensons à conclure des accords de coopération avec n'importe quel pays qui nous offre des garanties de sécurité, qui peut aider le renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité. Pour la sécurité du pays et pour les intérêts du pays, en tout cas, il y a un prix à payer. Et il faut accepter de payer ces prix. Vous avez été élu, vous êtes nommé pour accomplir ces tâches. Et il est important de prendre vos responsabilités en main. Courage à vous et bonne chance dans vos différentes tâches. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel pour la sécurité nationale. Un enjeu majeur qui concerne la lutte contre les traîtres internes en période de guerre. Et nous allons particulièrement nous pencher sur la République démocratique du Congo, notre pays. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous rappeler de vous abonner à cette chaîne, votre chaîne, notre chaîne, de partager cette vidéo avec vos proches et de laisser un commentaire si vous trouvez cette analyse pertinente. C'est une manière simple et efficace de soutenir notre travail et de contribuer à la diffusion de cette réflexion, particulièrement en ces temps de tensions croissantes entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. En vous présentant ces analyses, notre ambition va au-delà d'une simple réflexion. Il s'agit d'élargir les cercles des analystes et stratèges dédiés à l'avenir de la République démocratique du Congo. Un pays qui aspire à véritablement assurer sa sécurité et son développement doit compter sur un groupe solide de penseurs pluridisciplinaires, une cinquantaine au moins, capables de créer des passerelles entre les différentes sphères de la société, de suivre les évolutions géopolitiques mondiales et d'anticiper les menaces et enjeux futurs. Or, en République démocratique du Congo, tout semble être dévoré par la politisation. Des églises aux entreprises, en passant par le média et même la société civile qui se divise entre ceux qui soutiennent les pouvoirs et ceux qui s'allient à l'opposition. Cette politisation systématique de la société est un véritable poison pour la réflexion et l'action collective. Si nous voulons vraiment sortir de cette impasse, ceux qui partagent cette vision doivent s'unir, renforcer ces cercles de réflexion et agir pour préserver la République démocratique du Congo de cette polarisation destructive. En parlant de ces tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, il est troublant de constater que les services de sécurité congolais n'ont pas pu anticiper l'implication de l'Ouganda dans l'agression de la République démocratique du Congo, alors que ce sont les experts des Nations Unies qui ont révélé cette information. Cela soulève une question fondamentale. Comment un pays peut-il assurer sa sécurité nationale si ses propres agences de renseignement ne sont pas en mesure de détecter des menaces aussi flagrantes? Ce manque de vigilance est exacerbé par un autre problème tout aussi grave, les détournements des ressources vitales de l'État. Des fonds publics qui pourraient être investis dans des technologies de pointe pour surveiller et stopper les traîtres de l'intérieur avant qu'ils ne passent à l'action, sont malheureusement utilisés à des fins personnelles. Ces millions de dollars détournés auraient pu contribuer à sécuriser non seulement le pays, mais également les générations
futur. Un autre élément troublant, chaque jour qui passe, nous apprenons que X et Y sont en connivence avec nos ennemis, notamment les Rwandais et l'Ouganda. Comment expliquer que la République démocratique du Congo ne parvienne pas à investir dans des technologies de pointe pour surveiller, identifier et neutraliser à temps les individus représentant une menace pour sa sécurité nationale? Chaque jour, nous sommes surpris d'apprendre que tel individu a pu rejoindre Rutshuru pour renforcer les rangs des terroristes du M23. Comment peut-on tolérer qu'une telle situation se produise dans un État qui prétend assurer sa sécurité? Comment peut-on permettre cela? Cette absence de vigilance semble témoigner d'un grave dysfonctionnement des services de renseignement et d'une gestion inadaptée des priorités nationales. Prenons un instant pour interroger l'histoire récente de la République démocratique du Congo. Le pays est en proie à des défis sécuritaires sans précédent, principalement à cause des erreurs commises par des régimes précédents tels que celui de Mobutu et de Laurent Désiré Kabila. Ils ont légué à la nation toute une galaxie de défis qui ont permis au Rwanda et à l'Ouganda de piller sans scrupule les ressources de la République démocratique du Congo. Pire encore, des accords de paix doutés signés sous Joseph Kabila ont permis et conforté l'infiltration des terroristes rwandais au sein des forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo à travers le brassage et mixage, un phénomène qui continue de fragiliser la sécurité nationale du pays jusqu'à aujourd'hui. Nous nous réjouissons donc de la décision prise par le Parlement congolais d'interdire toute intégration de ces terroristes au sein de nos forces de défense. Par contre, pour que cette décision ait un impact réel, il faut qu'elle soit cimentée dans une loi. Sans cadre légal, cette interdiction reste vulnérable et ne garantit pas une protection à long terme. En parallèle, sur le plan régional, la récente déclaration du président ougandais Yoweri Museveni affirmant que le Rwanda est un partenaire stratégique soulève des inquiétudes légitimes. Cette prise de position intervient au moment où l'Ouganda est accusé de soutenir les groupes terroristes du M23 en République démocratique du Congo, selon les derniers rapports des experts des Nations Unies. Comment interpréter cette alliance de plus en plus visible entre deux pays voisins qui manifestement partagent des intérêts communs dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo? Mais ces problèmes ne datent pas simplement d'aujourd'hui. Ce n'est pas un problème qui reste simplement régional. Il faut remonter dans l'histoire pour comprendre que l'agressivité des États-Unis contre la République démocratique du Congo via leurs alliés rwandais et ougandais trouve ses racines dans la fin de la guerre froide. Tandis que la République démocratique du Congo était plongée dans des crises internes et en pleine effervescence d'Ndombolo et prolifération des églises évangéliques, les États-Unis redessinaient leur politique africaine, choisissant Museveni et Kagame comme les nouveaux piliers de leur stratégie en Afrique des Grands Lacs, à la place de Mobutu et Abiyarimana. À ce point de notre réflexion, il est important de se poser la question et de se demander pourquoi la République démocratique du Congo n'ose-t-elle pas se préparer pour affronter frontalement ces pays agresseurs? Pourquoi hésite-t-elle à lancer une offensive contre le Rwanda alors que toutes les preuves de son implication dans la déstabilisation du pays sont sur la table? Peut-on vraiment craindre la réaction du Rwanda ou est-ce plutôt la crainte d'une réaction américaine qui freine ces décisions? Depuis plus de 2 décennies, la menace de l'agression rwandaise pèse lourdement sur la République démocratique du Congo, mettant en péril la stabilité et la sécurité du pays. Pourtant, malgré ces dangers constants, les autorités congolaises n'ont jamais réussi à développer une stratégie efficace pour endiguer cette menace une fois pour toutes. Cette inaction est d'autant plus incompréhensible lorsqu'on observe l'histoire des grandes puissances face à la montée en puissance de l'arme nucléaire.
Lorsque les États-Unis ont testé leur première bombe atomique en 1945, rapidement perçue comme l'arme ultime, cela a immédiatement déclenché une course effrénée pour l'acquisition de cette technologie par d'autres puissances. En seulement 4 ans, l'Union soviétique a également réussi à se doter de l'arme nucléaire en 1949, marquant le début de la dissuasion et de la destruction mutuelle et aussi de la compétition stratégique mondiale. Quelques années plus tard, en 1960, la France s'est elle aussi engagée dans cette dynamique, voyant dans l'acquisition de l'arme nucléaire un moyen de se protéger contre les éventuelles menaces américano-soviétiques et de garantir sa souveraineté face aux superpuissances. Cet exemple montre que face à une menace existentielle, les grandes nations ne tardent pas à prendre des mesures nécessaires pour se défendre et se protéger. Alors, pourquoi après plus de 20 ans d'agression récurrente, les autorités congolaises n'ont-elles pas réussi à éradiquer cette menace rwandaise ou à renforcer suffisamment leur défense pour la neutraliser? Pourquoi ça fait plus de 2 décennies? Cette naïveté doit-elle encore perdurer indéfiniment? Il arrivera un moment où nos voisins comprendront enfin que nous possédons une capacité de riposte avec une force implacable en cas d'agression. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que la région des Grands Lacs africains pourra aspirer à une paix véritable et à une prospérité durable. Il est illusoire de continuer à croire en une paix négociée à tout prix, car la paix ne se maintient que lorsqu'elle est soutenue par la dissuasion et la force. Arrêtons de vivre dans cette illusion et préparons-nous à défendre notre souveraineté avec courage et détermination. Je suis diplomate de formation et passionné par les affaires internationales. Je suis convaincu que la diplomatie est la voie idéale pour instaurer une paix durable entre les nations. Par contre, l'histoire nous enseigne que la diplomatie seule ne suffit pas. Elle n'a de réelle portée que lorsqu'elle est appuyée par une armée puissante et crédible, capable d'imposer un rapport de force favorable lors des négociations. C'est cette combinaison de la force et de la diplomatie qui fait véritablement pencher la balance en faveur de la paix. La République démocratique du Congo, compte tenu des menaces qui pèsent sur elle depuis des décennies, doit impérativement repenser sa stratégie nationale de défense. Elle devrait se doter d'une armée moderne, équipée de technologies de pointe, bien formée, dissuasive et disciplinée pour être en mesure de répondre efficacement à toute forme d'agression. Une armée forte inspire le respect et permet à la diplomatie de s'exercer dans un cadre sécurisé. L'adage « qui veut la paix prépare la guerre » est toujours d'actualité. Il est temps de prendre les mesures nécessaires pour renforcer nos capacités militaires car l'avenir de notre nation en dépend. Préparons-nous dès maintenant. Engageons-nous dans cette voie irréversible pour garantir notre sécurité et assurer notre survie en tant que nation souveraine. Si les autorités congolaises cessent de fléchir sous la pression occidentale et adoptent une position ferme, alors une nouvelle ère pourra s'ouvrir pour la République démocratique du Congo. Dans les relations internationales, la charité n'existe pas. Seul le rapport de force compte. Nous devons comprendre que la guerre que nous menons aujourd'hui contre le Rwanda et l'Ouganda est en réalité une guerre pour le contrôle de nos ressources menée contre nous par des puissances étrangères, notamment par les États-Unis d'Amérique. Alors, nous adressons un message ici à tous les Congolais. Les recommandations formulées ci-dessous ne constituent pas un modèle unique à suivre. Elles représentent simplement notre contribution à la réflexion collective pour faire face aux défis tant internes qu'externes qui nous menacent. En période de guerre, la sécurité d'un pays ne dépend pas uniquement de ses forces armées et de ses ressources. La menace peut également venir de l'intérieur de ceux qui trahissent leur nation pour divers motifs. Pour neutraliser ces traîtres, plusieurs mesures
doivent être mises en place. 1. Le renforcement des services de renseignement est essentiel. Ces agences doivent intensifier leur surveillance et leur collecte d'informations en utilisant des technologies avancées pour détecter des comportements suspects. La protection des informations sensibles est primordiale pour éviter que des plans stratégiques ne tombent entre de mauvaises mains. Deuxièmement, une législation stricte est nécessaire. L'État de la République démocratique du Congo devrait s'engager à adopter des lois spécifiques pour permettre des arrestations, des détentions et des interrogatoires plus faciles en cas de suspicion de trahison. Les peines pour ces actes doivent être sévères pour dissuader toute velléité de trahison à l'avenir. 3. Mettre en place un système de contrôle des frontières et de certains déplacements. On a appris dans ce pays-là qu'il y en a des responsables politiques congolais qui traversent pour Kigali ou Kampala sans que l'État soit informé du motif de leur déplacement. Une surveillance accrue des frontières permet de contrôler certaines personnes fichées et d'empêcher leur fuite. Pour comprendre la déliquescence des services de sécurité de la République démocratique du Congo, il faudrait s'interroger sur comment des individus aussi dangereux comme Corneille Nangaa a vu quitter le pays en toute tranquillité. Il est vital de surveiller des gens qui se radicalisent, leurs déplacements particulièrement dans des zones sensibles. 4. La mobilisation citoyenne est un atout majeur. Des campagnes de sensibilisation doivent encourager les citoyens à signaler toute activité suspecte. Le patriotisme et l'unité nationale doivent être promus pour dissuader les comportements de trahison. 5. Nous sommes dans un pays où les secrets, surtout les secrets d'État, n'est plus une valeur. Les gens enregistrent les autres sous les yeux inactifs de la justice. Les responsables politiques s'accusent et dévoilent certains secrets sensibles de l'État. Les dossiers officiels très sensibles sont partagés sur les réseaux sociaux. Les journalistes confondent liberté d'expression et responsabilité journalistique. Donc, le pays est vraiment à découvert. La protection des infrastructures critiques et des informations doit être renforcée. 6. Dans de telles circonstances, les brouillards de la guerre et l'incertitude sur les intentions réelles de l'ennemi nécessitent des mesures concrètes pour percer ces brouillards. Les opérations de contre-espionnage doivent être intensifiées. Des unités spécialisées doivent être mises en place pour détecter et neutraliser les espions et les traîtres de l'intérieur. La coordination et la mutualisation avec les alliés sont également indispensables pour échanger des informations et des techniques de contre-espionnage. Les États-Unis et leurs alliés européens ne nous aideront jamais. Il faudrait renforcer la coopération avec des pays comme la Russie, la Chine et la Turquie. Il faudrait aussi penser à envoyer des attachés militaires autonomes de la mission diplomatique dans des pays stratégiques. Ce serait plus efficace. 7. Dans un pays sérieux, les propos de M. Mbosso sur l'implication de certains députés nationaux dans des groupes armés devraient déboucher sur des enquêtes rigoureuses et des procès équitables pour éclairer l'opinion et établir les responsabilités. Malheureusement, l'État congolais s'est résigné. 8. Enfin, il faudrait encourager la culture de dénonciation. Les personnes qui risquent leur vie pour signaler des actes de trahison doivent être protégées pour encourager les dénonciateurs. Des programmes de protection des témoins sont indispensables. Un autre élément qui a attiré notre curiosité, c'est l'importance des ressources minières, en particulier à l'est de la République démocratique du Congo qui, à mon avis, exacerbe ces conflits. Des groupes armés locaux et étrangers se disputent le contrôle de ces ressources, souvent avec la complicité de certains individus au sein du gouvernement ou des forces de sécurité. La trahison et la corruption au sein des structures étatiques et militaires aggravent les conflits. Il faudrait envisager la possibilité de mettre en place un statut
pour des forces de sécurité dédiées à la protection des zones minières et imposer des sanctions sévères en cas de corruption. Ce qui tue la République démocratique du Congo, c'est la complaisance dans le traitement des dossiers liés à la corruption. Il faut donc imposer des sanctions qui dissuaderont tout criminel financier potentiel. Ces forces doivent être mieux équipées, formées et surveillées pour empêcher la collusion avec des groupes armés. Nous proposons au gouvernement congolais de réformer les codes miniers pour permettre à l'État de garder pleinement le monopole sur ses ressources minières. Une réforme de ces cadres légaux est nécessaire pour s'assurer que les concessions minières soient attribuées de manière transparente et surveillées régulièrement. La renationalisation des concessions minières détenues par des particuliers liés à l'insécurité ou à des activités illégales peut être envisagée. L'État congolais devrait être en mesure de surveiller et d'auditer les activités minières et l'utilisation des revenus pour prévenir que cet argent ne serve à financer des mouvements terroristes comme le M23 ou les ADF NALU. Nous insistons sur la culture de confidentialité et de loyauté. Les hauts fonctionnaires de l'État et les citoyens doivent comprendre l'importance de protéger des informations sensibles. La confiance et la discrétion sont essentielles pour maintenir la sécurité nationale. Alors, quoi de plus? Rien pour l'instant. Nous pouvons tout simplement conclure qu'en renforçant les services de renseignement, en adoptant une législation stricte, en contrôlant les frontières, en mobilisant la population, en sécurisant les informations sensibles, en intensifiant les opérations de contre-espionnage, en menant des enquêtes rigoureuses et en protégeant les lanceurs d'alerte, la République démocratique du Congo peut mieux faire face aux menaces internes. La mise en place de ces mesures contribuera à stabiliser le pays, à protéger ses ressources et à assurer un avenir plus sûr et prospère pour ses citoyens, y compris pour les générations futures. Merci de votre attention. Nous espérons que cette chronique vous a permis de mieux comprendre les défis et les mesures nécessaires pour lutter contre les traites de l'intérieur et assurer la sûreté de l'État en cette période de guerre. À très bientôt pour une nouvelle analyse. C'était Platini Chimpumpu sur Maendeleo Talk TV.